Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Ma santé d'abord. Aujourd'hui, nous allons parler de nutrition et plus précisément manger, bouger pour rester en bonne santé. Alors, on le sait, hein, une alimentation saine, équilibrée, une activité physique suffisante permet de prendre soin de sa santé, améliorer sa condition physique et rester en forme. L'équation est un peu compliquée. Oui, c'est vrai, mieux manger tout en conservant la notion de plaisir. Comment on fait? Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille nos invités. À nos côtés, Thomas Tillignac. Bonjour, vous êtes docteur en biologie et de la nutrition à Paris. Vous formez également des diététiciens. Et à vos côtés, Laura Serriot. Bonjour, vous êtes diététicienne pour l'association Icambéré. Il me semble que c'est à Saint-Denis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors nous allons parler, vous le savez, de la nutrition. La première question que j'ai envie de vous poser, on voit ces slogans, ces messages publicitaires depuis des années, 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger pour rester en forme. Alors justement, est-ce que, à force de les voir, ces messages, est-ce qu'ils n'ont pas moins d'impact aujourd'hui? C'est une des grandes questions en jeu, justement, pour évaluer la pertinence du message et des modes de transmission de ce message. On peut quand même faire le constat que quand même ces messages de santé publique, il y a du PNNS, manger, bouger, manger 5 fruits et légumes, Oui. malgré tout, ils passent. Parce que je pense que les 5 fruits et légumes, tout le monde l'a en tête. C'est déjà un premier constat positif, un constat favorable. Les gens sont sensibilisés. Maintenant, il faut que ça aille plus loin dans la compréhension des gens, dans l'implication des gens. Et ça, je pense qu'il faut être un petit peu plus mesuré quant à la force du message. Je ne suis pas sûr que ce message soit correctement compris. Il est entendu, c'est un fait. Je ne suis pas sûr qu'il soit correctement compris et appliqué. Or, c'est ce qu'on souhaite au final. Mais après tout, les campagnes de santé publique, ce sont des campagnes de longue haleine. Je pense que mes collègues diététiciens sont là pour le relayer, a priori. Oui, moi je pense aussi que c'est un message, enfin ce sont des messages, c'est un repère en fait. Donc c'est pas une obligation quand on dit 5 fruits et légumes. On ne sait pas si c'est 5 fruits et 5 légumes. Donc maintenant on sait que c'est 5 fruits et légumes, ça peut être 3 fruits et 2 portions de légumes, ou 3 légumes. 5 en tout. Voilà, 5. Donc ça peut être parfois un jour 5, un jour ça peut être 6, un jour 4. L'équilibre se fait aussi sur plusieurs repas et sur plusieurs journées. Alors nous avons été dans les rues de la capitale poser des questions sur la nutrition à des personnes, donc, et voici leurs réponses. On regarde. Pensez-vous avoir de bonnes habitudes alimentaires? Je pense que oui. Ah oui, je pense que j'essaye de manger équilibré et manger des fruits. Oui. Oui. Je pense, oui. Ben oui. Oui, je mange de tout, donc je pense que c'est bien. Je me force à l'avoir, mais c'est pas évident. Pouvez-vous nous décrire un de vos repas lambda? Légumes, poissons et fruits en dessert. Et de l'eau comme boisson. Des pâtes avec du poulet et un petit jus de fruits avec. Des pâtes, des féculents avec de la viande. De la semoule avec du gombo, du riz, du banane plantain, des légumes. Je mange beaucoup de lait, sauce d'arachide. De la viande, du riz, beaucoup de féculents. Je mange très peu de légumes, ce qui n'est pas bon. Combien de fruits et légumes mangez-vous par jour? Beaucoup. Plus de 5 en tout cas par jour. Les fruits, oui, tout le temps. 2-3 fois par semaine. 2 fruits, 2 légumes, tous les jours. Dans la semaine, je peux manger 2 fois comme ça. Votre alimentation est-elle traditionnelle, européenne ou variée? Africaine. Européenne, mais quelquefois, vu que ma mère est d'origine africaine, je mange des plats africains. Elle est variée. Je peux manger autant de sauce africaine et autant de salade, la grillade, du poisson. D'après vous, quels problèmes de santé sont dus à une mauvaise alimentation? Par exemple, l'obésité, l'hypertension, si on mange trop de sel, l'obésité. Cholestérol, maladie cardiaque. Le diabète. Le diabète, l'hypertension. Problème de cœur, surtout plus sur le problème de santé. Problème au niveau des os, tout ce qui est os. Pratiquez-vous une activité sportive?
Non? Oui, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps de le faire, mais je suis inscrite en salle de sport. Oui, je fais du basket. Non. Mais là, je compte en commencer une parce que c'est très bien pour la santé. Oui, je fais du football, oui. Je cours beaucoup. Des questions? Quels sont les aliments à éviter pour ne pas avoir de problèmes de santé? Mais quand on a des enfants, comment leur faire manger différemment les légumes? Alors, vous venez de voir les images. Hein. Alors, quelles sont vos réactions d'abord, Thomas Lignac? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? On voit déjà que les gens sont sensibilisés Ouais. à la notion d'alimentation, d'équilibre alimentaire. Maintenant, on croit discerner aussi que ce n'est pas forcément très clair pour tout le monde. Ouais. La dame qui disait j'essaye, je crois qu'elle est assez emblématique finalement. Elle sait, elle connaît une partie des enjeux, mais comment y parvenir de manière efficace, ça reste encore à travailler. Elle dit même qu'elle est inscrite dans une salle du sport, mais qu'elle n'y va pas. C'est le cas de beaucoup de personnes. Oui, hein. je pense que ce n'est pas un cas isolé. Laura Serriot, comment vous réagissez au reportage que vous venez de voir? Également pareil, hein, Oui. on voit que les personnes sont sensibilisées sur les messages du PNNS, sur l'importance d'une activité physique. Après, en pratique, est-ce qu'elles le savent, mais est-ce qu'elles le font en pratique ou est-ce qu'elles pensent le faire et que finalement en pratique, c'est pas ça? Elle parle justement des fruits et légumes. Il y a une dame qui dit « moi je mange beaucoup de fruits ». En disant justement, moi je mange équilibré. Oui. Est-ce que justement manger plus de 5 fruits, c'est un équilibre ou pas? Là, il y a une question de portion. Oui. Est-ce que quand je bois des jus Plus de fruits, 5 fruits et légumes, c'est trop? Alors là, elle parlait plus de 5 fruits. Ouais. Et, C'est des fruits qui pourraient être plus facilement problématiques en termes de nutrition. D'accord. Oui. Les fruits ont du sucre, à l'inverse des légumes. Les deux sont intéressants pour leur vitamine C, leurs fibres. Et pour moi, 2-3 portions de fruits, ça pourrait être sympa. Si par exemple je bois un jus de fruits le matin, si je me presse une orange le midi, Oui. et si je me presse une orange le soir, en me disant tiens je vais être en forme, et qu'après je mange 2 ou 3 fruits dans la journée, j'arrive à 5 ou 6 fruits dans la journée, et ça peut faire beaucoup, ça dépend. Alors en fait, c'est des produits sains, mais il ne faut pas en manger beaucoup. C'est quand même compliqué de comprendre. On y revient. Tout est bon ou tout peut être mauvais en trop grande quantité. C'est ça le problème, c'est la qualité et la quantité. Mais la quantité, c'est un facteur important pour les fruits aussi. Alors manger mieux tout en se faisant plaisir, c'est possible? Pour moi, manger mieux, donc c'est déjà avoir une alimentation dans l'équilibre, Oui. en ayant tous les groupes d'aliments, donc la viande, le poisson, les œufs, Oui. de varier aussi, d'avoir des légumes, fruits, des féculents au repas, Oui. des matières grasses, on en a besoin aussi, l'eau comme boisson. C'est également se faire plaisir en ayant des produits sucrés, Oui. ni trop, ni pas du tout. On ne va pas conseiller d'arrêter les produits sucrés, ce sont des aliments plaisir, donc on aime bien ça, Oui. on en mange un peu. Manger équilibré, c'est également varier, essayer de varier les textures, les couleurs aussi des légumes par Oui. exemple, et c'est se faire plaisir aussi. Je pense que quand il y a de la variété, quand on prend aussi un petit peu de temps pour préparer, Oui. pour avoir envie de cuisiner, c'est aussi du plaisir. C'est vrai, mais le temps, il faut en disposer dans ces vies où on court, après les transports, on travaille, on a les enfants, etc. Le problème, c'est que voilà, on nous pousse à consommer des produits tout faits, voilà, c'est plus facile, c'est plus simple, etc. Justement, alors, c'est compliqué de s'organiser, de faire son marché, de trier les fruits, etc. Ça prend du temps. Est-ce que ça prend vraiment du temps? On peut par exemple cuisiner le week-end, puis mettre les aliments, enfin le repas dans des petites boîtes, Ouais. les mettre au congélateur, puis pouvoir les sortir après durant la semaine. Donc c'est déjà une petite préparation d'avance. Ouais. On peut aussi faire une salade, des salades aussi. Si on a 2 légumes, par exemple tomates, concombres, on peut faire une petite salade rapidement aussi avant de manger. Il y a des petites choses qu'on peut faire aussi vite sans nécessairement prendre beaucoup de temps pour faire le repas. Et puis on dit que les fruits et légumes, ça coûte cher. Ça a un certain coût.
Indéniablement, ça a un certain coût. Oui. C'est vrai, ça, on peut pas le dénier. Maintenant, cher, c'est un bien grand mot. D'abord, si on respecte, c'est quand même un principe de base, ce qu'on appelle la saisonnalité, Oui. c'est-à-dire que les fruits et légumes de saison, Oui. ce sont les moins chers. Déjà, on évite un surcoût qui peut être préjudiciable. Les fraises au mois de décembre, c'est possible. Hein, sauf Oui, mais il faut mettre la main à la poche. Voilà. Donc, autant respecter les saisons. Et puis, alors évidemment, il y a aussi un autre enjeu qui vient là-dedans, c'est le bio. C'est vrai que les fruits et légumes bio vont parfois, pas faire non plus de généralisation à ce point-là, mais avoir un surcoût. Et c'est vrai que ça peut nuire à l'accès, en tout cas, de ces fruits et légumes bio. Maintenant, déjà, commençons par manger davantage de fruits et légumes. Dans un premier temps, on verra peut-être Ce serait une très bonne chose. Et justement, comment casser cette spirale du gras, du trop salé, etc. Parce que c'est vrai que quand on s'habitue à ce genre d'aliments, c'est comme une drogue. Après, on peut plus s'en passer, on peut plus se passer du gras, on peut plus se passer du chocolat, et on n'arrive plus à manger des choses saines. Alors, comment on fait pour casser cette spirale? Il faut de la motivation, essentiellement. Et de l'aide, et je crois que l'aide, elle est là, elle n'est peut-être pas assez valorisée finalement. Mais pourquoi, selon vous? À mon sens, et sans vouloir passer de la pommade pour le coup là, aux diététiciens, diététiciennes, mais leur métier est encore, à mon sens, assez peu méconnu sur l'aide considérable qu'ils peuvent apporter en soutien. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que les dispositifs que les diététiciens proposent sont des dispositifs à long terme et que du coup, lorsqu'on se retrouve face à un diététicien, on se dit c'est trop long, je n'ai pas envie de faire un régime d'1 an et voilà. Vous avez entièrement raison. C'est à la fois... c'est l'avantage et l'inconvénient de l'alimentation et de l'équilibre. C'est que l'équilibre, ça se fait au long cours. Et ça, c'est un avantage. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut suivre ce long cours. Effectivement, ça prend du temps, je crois que... Et se dire effectivement que oui, si par exemple mon but c'est de perdre du poids, par exemple, je ne vais pas perdre par exemple 5 kilos en une semaine. Ce ne serait pas bon pour mon corps de toute façon. Non, le risque après, ce serait de reprendre. Donc c'est déjà améliorer ses habitudes alimentaires, avoir la motivation aussi de continuer, puis savoir aussi après par soi-même, pouvoir choisir, faire des choix aussi par soi-même après de l'alimentation qu'on veut consommer. Il faut se fixer des petits enjeux à la fois, pas de manière drastique. On sait très bien, on peut tenir un régime salade tomate, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Après, au bout d'un moment, on se lâche. Et... Plus le régime est restrictif, plus il y a de chances qu'il soit de toute façon abandonné assez précocement. Et puis il y a aussi un regard dans la société, lorsqu'on est au régime, voilà, on se dit bon, je ne vais pas sortir, je ne vais pas aller au restaurant parce que tout le monde va me regarder, ça va être compliqué, je ne sais pas quoi manger, etc. Donc ça, ce sont des freins également au retour à une meilleure alimentation. Ce sont des freins réels, mais les diététiciens, diététiciennes sont tout à fait à même justement de faire sauter ces freins-là en éduquant, je pense, assez simplement et assez efficacement, même très efficacement, les gens sur je vais au restaurant demain soir, à telle thématique, qu'est-ce que je peux prendre qui sera peut-être le moins préjudiciable ou à la limite peut-être, et il y a même de fortes chances que le diététicien, le praticien, la diététicienne va dire mais allez-y, voilà, c'est ponctuel, faites-vous plaisir ce soir-là. Encore une fois, l'équilibre alimentaire, c'est au long cours, vous craquez un soir, c'est admis, le lendemain, vous rattrapez le coup. Et là, encore une fois, c'est leur pratique qui est susceptible d'aider les gens et il faut vraiment la valoriser. Tout est une question d'équilibre en fait. Par exemple, ce matin, j'ai trop mangé. Le soir, je me dis, j'ai trop mangé, donc du coup, je vais manger un petit peu plus léger et du coup, ça va équilibrer. Est-ce que vous, vous recommandez à vos patients d'utiliser les échelles de calories, enfin les repères caloriques? On dit 1500 pour les femmes, 2000 pour les hommes. Je ne sais pas si c'est ça vraiment, mais est-ce que c'est... Non, alors, moi, qu'est-ce que vous en pensez? Conseille de ne pas rentrer dans un système de chiffres ou de calcul de calories. Non, l'équilibre, c'est pas déjà être... Pourquoi? Le risque après, c'est de rentrer dans un système de je suis au régime, je suis dans la restriction, je dois pas manger ça, je dois éviter le restaurant. C'est pas bon sur le long terme, c'est pas ce qu'on recherche. Pour moi, c'est bien de connaître les aliments, après pouvoir essayer de compenser. Comme vous disiez, tiens, j'ai mangé plus de ça à midi, ou j'ai une tarte au dessert, donc je vais manger par exemple moins de pâtes, ou si je veux être plus stricte, je vais éviter le féculent puisque je vais avoir un dessert un peu plus consistant.
Mais pas en raisonnant en termes de calories, mais plus en termes de groupe d'aliments, d'équivalence d'aliments. Ou si je choisis de manger, par exemple, des noix, des cacahuètes, des amandes, du coup, je vais essayer de réduire un petit peu l'huile, parce que ça va être en équivalence. Alors justement, mieux manger lorsque par exemple on travaille, qu'on est à l'extérieur et qu'on doit manger sur le pouce. C'est compliqué de se dire je vais préparer mon repas et je vais l'emmener, j'ai emmené ma gamelle, ça se fait de moins en moins. Donc du coup on mange dans des fast-food, on prend un sandwich et c'est pas génial pour l'équilibre. Alors quelles sont les recommandations que vous avez envie de faire aux personnes qui travaillent, qui n'ont pas beaucoup de temps et pour qu'ils s'organisent mieux, ils mangent surtout mieux à l'heure du repas au travail? Alors déjà, donc si elles ne peuvent pas porter de quoi manger, elles peuvent manger à l'extérieur en justement choisissant quelque chose d'équilibré. Si c'est un sandwich, donc ça peut être un sandwich aussi équilibré. Si on a du pain, donc on a notre féculent, on peut avoir des légumes dans le sandwich, on peut avoir de la viande sous forme de jambon, du thon, des œufs durs. On peut aussi terminer par un fruit, soit qu'on a apporté nous-mêmes, soit qu'on choisit d'acheter. Du coup, là, et ça, c'est un repas équilibré. Qui est équilibré. Donc, s'il y a du fromage en plus dans le sandwich, on a un produit laitier. Et on peut manger ça. Donc, c'est un exemple de repas. Après, à l'extérieur, on trouve aussi des repas aussi qui sont équilibrés. Ça peut être une salade avec justement des légumes, de la viande, pareil du thon, œufs durs. On peut aussi avoir des féculents dedans pour être calé. S'il n'y a pas de féculents, donc, c'est pas une excuse en fait. C'est pas du tout une excuse. Je suis toujours un petit peu plus pessimiste par rapport à ça parce que, encore une fois, c'est possible de manger équilibré, mais on sait que on glisse très facilement, c'est-à-dire ce qu'on nous propose. Vous êtes plus urbain, vous avez une vie plus urbaine, vous devez vivre à Paris, vous. Je vis à Paris et je fais de gros écarts, c'est pour ça que je connais malheureusement bien le principe. Vous êtes très tenté en même temps à Paris. C'est exactement ça. C'est incroyable. Il y a une tentation et on n'a pas le contrôle sur ce qu'on achète. En tout cas sur la composition en gras, en sucre, en sel. Et puis c'est compliqué de décortiquer, moi je ne comprends pas les étiquettes, faut savoir les lire. Alors c'est un des gros enjeux actuels, là qui notamment est passé dans la loi assez récemment sur l'étiquetage des produits alimentaires. Il y a plusieurs groupes de pensée et je ne sais pas quel est le meilleur moyen pour rendre les choses, les informations en tout cas clairement accessibles pour le public. Beaucoup de gens y travaillent. Le système ou les systèmes qui sont employés sont certainement à parfaire, mais c'est vrai qu'à mon sens, encore une fois, et pourtant je suis du domaine, mais à mon sens c'est très difficile encore d'exploiter une étiquette alimentaire et de la rapporter à soi et à sa propre consommation. Alors, imaginez pour le consommateur lambda. Je l'imagine assez bien et je trouve ça assez dommageable. Maintenant, est-ce que l'industriel est là pour nous éduquer? C'est encore un autre débat. Mais si on pouvait rendre les choses un petit peu plus simples, effectivement, ce serait souhaitable. Ou par exemple, apprendre dès le plus bas âge, à l'école, à décortiquer les étiquettes. Je crois que là, pour le coup... Est-ce que c'est une piste, selon vous, Laura Sirion? Sensibiliser les enfants, oui, sous forme de jeux... de petits ateliers. De petits ateliers ludiques, oui. Tout en gardant à l'esprit que l'alimentation, c'est aussi le plaisir. C'est pas non plus des... Il ne faut pas trop se focaliser pour vous, en fait, c'est ça Oui, pour moi, c'est bien de garder la notion de plaisir, de variété aussi, d'aliments. Mais effectivement, les enfants, on peut les sensibiliser, oui, à l'école primaire, par des ateliers, des animations. Dans nos communautés, les communautés africaines, on le sait, on aime bien manger des plats, surtout par exemple le plat unique en famille, etc. Mais en fait, voilà, lorsqu'on réfléchit, on se dit, mais lorsqu'on mange dans ce genre de plat, déjà on ne voit pas la quantité qu'on absorbe. Et puis par exemple, dans nos plats, moi par exemple, quand je vois ma maman des fois cuisiner, il y a le litre d'huile, il y passe. Alors comment faire pour alléger tous ces plats traditionnels qu'on a l'habitude de manger, qui sont très goûteux, qui malheureusement sont des problèmes en matière de santé? Ça vous fait sourire? Déjà se dire, de ne pas supprimer, c'est l'alimentation que votre mère fait ou qui est transmise par vos parents. Peut-être se dire de manger ça moins souvent, par exemple si c'est tous les jours, c'est différent que d'en manger une fois par semaine ou 2 fois dans la semaine. Après, on peut peut-être reprendre le plat de base
et se dire, là, plutôt que de faire un bain d'huile, je vais mettre un peu moins d'huile, je vais mettre plus de légumes qui vont libérer de l'eau, par exemple, pour avoir plus de légumes dans la sauce. On peut privilégier aussi les cuissons au four, plutôt que les cuissons dans un bain d'huile. Thomas Tignac, vous avez des pistes? Je suis entièrement d'accord là pour le coup. Et juste en rajoutant une couche supplémentaire, il ne faut pas nécessairement stigmatiser l'alimentation culturelle. Parce que finalement, c'est la combinaison, c'était assez facilement montré, que plus on s'éloigne finalement de l'alimentation et du mode de vie traditionnel, plus on prend de risques finalement, notamment par rapport à l'obésité. J'associe bien alimentation et mode de vie ensemble. Donc là, la cuisine familiale, je pense que toutes les familles ont la même problématique par rapport à ça. Et c'est pas... elle est peut-être un petit peu trop grasse, oui, probablement, mais c'est pas forcément l'ennemi pour le coup. Ce qui est l'ennemi, c'est plutôt l'occidentalisation là de la malbouffe un peu qu'on évoquait tout à l'heure. Elle est plus, ça c'est l'ennemi à mon avis le plus dangereux. Alors, est-ce qu'il y a des éléments à bannir? Est-ce qu'il y a des éléments à privilégier? Bon, vous allez me dire encore les fruits et légumes, je sais, mais hormis les fruits et légumes, alors qu'est-ce qui est plus et qu'est-ce qui est moins, en gros? S'il y a des aliments que j'aime pas, je les mange pas. Par exemple, j'aime pas la betterave, je la mange pas. Mais sinon, je mange de tout et je conseille de manger aussi de tout, de ne pas bannir les aliments. Aucun aliment à bannir? Si, par exemple. Vous pensez la même chose, Thomas? Oui, là pour le coup, on est d'accord. L'équilibre vient de la diversité, pour le coup. Maintenant, ma collègue l'a évoqué tout à l'heure, le produit plaisir, même une barre chocolatée, une canette de soda, etc. C'est des aliments plaisir. Maintenant, effectivement, les diététiciennes là, sont là pour dire oui, mais attention à la fréquence, aux quantités et aux fréquences finalement de consommation. Vous avez bien fait parler du soda parce que c'est également un phénomène assez c'est incroyable. Par exemple, les jeunes qui ne boivent que, je connais des jeunes qui ne boivent jamais d'eau, que des sodas, c'est problématique ça. Moi, je pense aussi qu'il y a une question d'habitude. Si je suis habituée à boire du soda à table, à chaque repas, que je bois ça en dehors des repas, je finis par ne plus aimer l'eau et par m'habituer aussi à boire toujours du soda. D'où l'importance d'éduquer dès le plus jeune âge. Le levier d'action, ce sont les enfants. Encore une fois, on disait l'équilibre alimentaire, c'est du long cours, même de génération en génération. C'est vraiment du très long cours. Des habitudes alimentaires, ça ne se casse pas aussi facilement. Et donc, le plus tôt on acquiert de bonnes habitudes, effectivement, le plus longtemps on les garde et le plus facilement on les transmet. C'est vraiment le cœur de l'action. Les pouvoirs publics s'en sont assez saisis. Il y a différents programmes. Mais... à la télé, c'est compliqué avec toutes les pubs qu'on voit. Tu seras le plus fort, tu seras le plus aussi. Ça reste fort. Bois ça, tu auras des pouvoirs magiques. C'est compliqué quand même. Tous les gens qui ont essayé de faire manger ou de manger avec des jeunes enfants s'en rendent compte. Mais c'est possible, encore une fois. C'est probablement les gens les plus ouverts d'esprit, les enfants, malgré tout, malgré ce qu'on appelle les néophobies, effectivement. Mais pour les aider à consommer des fruits et légumes, typiquement, de les impliquer dans la préparation, ça peut marcher. Apporter ça de façon ludique. Il y a différentes astuces, je pense que vous apprenez à mettre en œuvre aux parents pour que leurs enfants consomment. Manger par exemple avec des féculents à côté qu'ils aiment bien, les manger sous forme de quiche, de tarte. Il y a des desserts aussi aux légumes comme des gâteaux aux carottes, aux courgettes. Voir que le légume déjà avant d'être dans l'assiette, il est déjà par exemple au marché. Il voit le légume ou le fruit présenté différemment. Là, après peut-être l'impliquer dans la préparation, le faire parler aussi sur la couleur du légume, le faire toucher. Le toucher, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est un peu rugueux, l'odeur aussi. Donc jouer avec les différents sens. Alors on voulait également parler du phénomène de l'obésité. Il y a des chiffres qui ont été annoncés par l'OMS là dernièrement. Vous vouliez en parler ? Oui, à réagir finalement sur cet aspect-là qui est, j'allais dire, très flagrant pour tout le monde, qui parle à tout le monde, l'obésité en termes de maladies liées à l'alimentation. Là, le rapport de l'OMS est relativement alarmiste finalement sur ce qui concerne l'obésité en Europe aux horizons de 2030. Donc c'est un rapport de projection.
D'où la nécessité de commencer, ce qui a déjà été commencé en France, en tout cas, des campagnes d'action de santé publique pour infléchir finalement ces projections qui ne sont pas si éloignées de ça. Et encore une fois, d'agir sur l'éducation, encore une fois on y revient, mais l'éducation des adultes certes, l'éducation des enfants par rapport à l'équilibre alimentaire. Très bien, alors nous arrivons au terme de l'émission. Laura, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure? Pour conclure, j'ai envie de dire vraiment de ne pas enlever les aliments qu'on aime bien. Si j'aime bien le chocolat, il y a une différence entre en manger à la fin du repas du midi, en rentrant le soir et puis après le repas du soir, ou alors en manger un peu au goûter, comme ça. Donc continuer à manger les aliments qu'on apprécie. Garder aussi le plaisir du repas, ne pas se dire « Ah, je ne dois pas manger ceci ou cela », mais continuer à manger avec plaisir. Et Thomas Télignac ? S'alimenter, c'est un besoin fondamental, mais de par nos cultures, de manière générale, c'est aussi une source de plaisir et il ne faut absolument pas s'en priver. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Plus d'informations sur le site de La Santé pour tous, donc www.lasantépourtous.fr et sur le site de Manger Bouger, www.mangerbouger.fr. Donc pour toutes les informations, également Paris Santé Nutrition, informations sur le www.paris.fr. Merci beaucoup, à très bientôt. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord. Ma santé d'abord.